Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 4 février et dans l'actualité de ce jour, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier, mercredi, le Conseil des ministres bimensuel. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi et d'ordonnances, mais également de projets de décret. Le Conseil a mis un accent particulier sur l'organisation des élections législatives de mars prochain. Bien que l'on en guérisse, aujourd'hui, le cancer reste la première cause de mortalité dans le monde. À l'occasion, ce jeudi 4 février 2021, de la Journée mondiale contre le cancer, le gouvernement ivoirien appelle à susciter des engagements individuels et collectifs favorables à des actions concertées de lutte contre la maladie. Et puis, elle a vraisemblablement réussi à se faire une place dans le milieu des apprentis Baka. Géraldine Assi, une jeune étudiante, a décidé de prendre la portière de ses véhicules en transport en commun pour gagner sa vie, mais surtout pour tenter de financer ses études de droit. Notre reporter Clément Boko est allé à sa rencontre. Merci de suivre RTI 1. Avant de démarrer ce journal, il est bon de savoir que la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique et des armées au chef de l'État se déroule depuis 10 heures au palais de la présidence de la République. Elle a permis au chef de l'État et ses hôtes de dresser le bilan de l'année écoulée sur le plan diplomatique et sécuritaire, mais aussi sur les grands chantiers de l'année 2021. Le chef de l'État a remercié le corps diplomatique pour le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire durant une année marquée par la pandémie de la Covid-19. Il s'est également dit honoré par l'engagement des forces de défense et de sécurité à maintenir la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je vous le disais à l'instant en titre, hier mercredi, un conseil des ministres s'est tenu de 11h30 à 13h40 au palais de la présidence de la République à Abidjan. Sous la présidence d'Alassane Ouattara, l'on retient de ce conseil bimensuel la fixation des modalités pour l'organisation des législatives du 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction d'une dizaine de ponts à l'intérieur du pays et l'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou, le compte-rendu de Viviane Haïma. Élections législatives du 6 mars prochain, le Conseil des ministres ce mercredi 3 février, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de fixer les modalités pour l'organisation de ce scrutin dont l'objectif est l'élection des députés qui sont les représentants des populations et qui ont le rôle de voter les lois qui vont permettre au président de la République de gouverner et gérer la Côte d'Ivoire. Sur proposition de la Commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0 heure et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle est garanti par l'autorité de la communication audiovisuelle AK, l'autorité nationale de la presse ANP et le Conseil supérieur de la publicité CSP qui veille à l'expression pluraliste des courants d'opinion sur la supervision de la Commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 février s'illustre aussi par une décision de taille. Il s'agit du projet de création de la deuxième école nationale de police, 50 ans après l'école nationale de police située à Cocody, qui a été créée en 1967. Cette deuxième école nationale de police sera établie à Korogo. Cette deuxième école de police permettra de renforcer non seulement les capacités d'accueil et de formation des personnels de la police nationale, mais également d'augmenter le nombre des agents de police en quantité et en qualité, conformément aux standards internationaux. Toujours en matière de création d'infrastructures, le gouvernement a en projet la construction de 11 ponts dans l'intérieur du pays. Le décret de ratification pour l'accord de financement a été pris au cours du Conseil des ministres.
Le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant total de 14,8 milliards de francs CFA, conclu le 22 décembre 2020 entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction de 11 ponts métalliques en République de Côte d'Ivoire. Les localités concernées sont Agboville, Kaniasso, Minignan, Issia, Daloa, Vavois, Korogo, San Pedro, Kong et Danané. Ce projet vise principalement à faciliter aux populations se trouvant dans les zones de culture l'accès aux structures administratives ainsi qu'aux infrastructures de soins et d'éducation implantées dans les différentes localités. L'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou le 5 février. Pour la campagne 2021 de commercialisation des noix de cajou qui s'ouvre le 5 février 2021, le Conseil a approuvé le prix plancher obligatoire de 305 francs CFA le kilogramme aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée, bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le Conseil a instruit les services en charge de la protection des frontières à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix par les frontières terrestres. Ce sont quelques décisions de ce Conseil des ministres de ce 3 février qui s'est tenu au palais présidentiel de 11h30 à 13h40. Sur un tout autre plan, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les énergies renouvelables se présentent comme une solution durable pour faire face au prix élevé du pétrole qui a des effets dévastateurs sur l'économie et pour permettre aux porteurs de projets du secteur privé de trouver des sources de financement. Une signature de convention d'assistance technique a eu lieu mardi dernier entre l'Agence française de développement et le patronat ivoirien. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissement vert. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé, le secteur bancaire démontre le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGECI et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Je suis et je vais, c'est le thème de la 13e journée mondiale de lutte contre le cancer. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire célèbre aussi cette journée qui offre l'opportunité de susciter des engagements individuels et collectifs, des engagements favorables à des actions concertées de lutte contre le cancer qui continuent d'avoir des conséquences dévastatrices sur la population dans le monde avec environ 18 millions de nouveaux cas et près de 10 millions de décès. On écoute le message du gouvernement au micro de Salimata Dia avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le cancer, tueur silencieux, est la première cause de mortalité en Afrique. En Côte d'Ivoire, on enregistre 17 000 nouveaux cas et près de 11 000 décès selon les résultats du Globocan 2020. D'où la journée mondiale contre le cancer ce 4 février. Pour faire face à ce défi, l'État ivoirien s'est doté de moyens de prévention, du dépistage
et diagnostic précoce et de traitement. La collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux nous ont permis 1. L'introduction du vaccin anti-HPV en 2019 dans le programme élargi de vaccination, ce qui, couplé à la campagne de sensibilisation et d'information que nous menons, permettra de réduire le taux de mortalité lié à cette maladie. 2. L'installation de 3 centres de sénologie et 2 plateaux techniques d'immunohistochimie. 3. L'installation de plus de 160 sites opérationnels de dépistage du cancer du col de l'utérus à l'inspection visuelle à l'acide acétique à travers le pays. 4. Au plan thérapeutique, l'accessibilité de la plupart des médicaments anticancéreux aux populations ces 7 dernières années. En dépit des acquis, d'autres efforts restent à fournir selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le contexte actuel de la maladie cancéreuse, 3 notions fondamentales sont à prendre en compte pour la maîtrise du cancer. Première notion, les facteurs de risque. Deuxième notion, la perception du cancer. Et troisième notion, le dépistage. De nombreux facteurs de risque du cancer existent et méritent d'être évités. Il s'agit notamment du tabagisme, de l'usage nocif de l'alcool, la mauvaise alimentation, le manque d'exercice physique, l'existence de certaines infections chroniques, l'usage de certains produits chimiques nocifs comme les pesticides ou l'amiante et l'exposition au rayonnement ultraviolet. Les formes les plus courantes du cancer sont celles du sein, de la prostate, du col utérin et du foie. On continue à parler de santé avec le Centre de prise en charge de formation et de recherche sur le VIH-Sida qui étend ses activités à la prise en charge thérapeutique des hépatites. Il s'agit pour les acteurs d'améliorer la qualité de la prise en charge de cette pathologie dont le taux de prévalence se situe entre 10 et 13%. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement avec Astou Touré. Eliman, c'est le pseudo que nous donnons à ce jeune étudiant de 25 ans souffrant de l'hépatite B. En se rendant ce matin à l'hôpital, Eliman veut en savoir davantage sur cette pathologie qu'il découvre à peine. J'ai allé au centre de transfusion sanguine à Tréjville. Donc après les examens qu'ils ont su que non, il y avait les virus de l'hépatite B dans mon sang. Je suis actuellement ici pour comprendre en tout cas comment la maladie se manifeste et pour une prise en charge aussi. Pour son traitement, Eliman est référé au Centre de prise en charge, de recherche et de formation CPREF. Un centre initialement spécialisé dans la prise en charge des patients infectés par le VIH-Sida. Depuis début janvier 2021, il se positionne comme le centre de référence dans la prise en charge intégrée des hépatites chroniques B et C. Nous avons des locaux, nous avons un circuit bien tracé à partir de nos patients PV-VIH que nous suivons. Donc nous allons calquer ce modèle-là sur la prise en charge des patients hépatites sur le modèle de la prise en charge du VIH. À peine 3 semaines d'ouverture et le centre enregistre plus d'une vingtaine de patients. Depuis le démarrage des activités de prise en charge biologique des hépatites, nous avons ici la première plaque que nous avons réalisée qui comporte au total 27 patients. Et sur les 27 patients, nous avons 10 qui ont une charge virale détectable et 17 qui ont une charge virale indétectable. Coût élevé et quasi-indisponibilité des médicaments, coût très excessif des examens complémentaires, insuffisance des laboratoires publics de référence et insuffisance de spécialistes, spécialement les hépatologues. Face à ces difficultés, l'ONG SOS Hépatite a entrepris depuis 3 ans l'élaboration d'un plan stratégique de lutte contre les hépatites virales au profit des patients. Aujourd'hui, tout est à la portée des patients. Sur tout le territoire national, pour celles déjà qui ont déjà des hépatites chroniques, vous rendez-vous au CPREF, faites-vous enregistrer, achetez vos médicaments, faites vos examens à un moindre coût. Aujourd'hui, les hépatites ne vont plus tuer comme elles le faisaient par le passé. L'hépatite ou encore la maladie du foie est une affection qui continue de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Avec un taux de prévalence de 10 à 13%, l'hépatite B sévit en Côte d'Ivoire par négligence ou par méconnaissance. Il tue 10 fois plus que le VIH et le virus est 100 fois plus résistant que celui du VIH-Sida. Nous sommes en zone d'endémicité virale. Aujourd'hui, l'hépatite virale B, c'est 8 à 10%
c'est-à-dire à peu près 2 600 000 Ivoiriens qui sont porteurs du virus. L'hépatite C, c'est environ 3%, soit à peu près 800 000 personnes qui sont porteuses de ce virus. Et les hépatites virales B, C et D sont les premières causes de cancer du foie en Côte d'Ivoire. Le cancer du foie est le 3e cancer en Côte d'Ivoire après celui du sein et de la prostate. Et c'est un cancer de pronostic effroyable. Lorsqu'il est découvert à un stade avancé, la moyenne de survie est de 6 mois. L'extension des activités du CEPREF à la prise en charge des hépatites chroniques nécessite un renforcement de capacité du centre à plusieurs niveaux. Nos doléances ont été faites en 3 étapes simplement. La première étape, c'était d'étendre vraiment l'activité de concession que l'État nous a donnée, qui était de s'occuper du VIH. On voudrait que cela soit étendu aux hépatites et à d'autres maladies. Aujourd'hui, techniquement, nous avons les moyens. Après, en termes de capacité, nous avons en deuxième doléance, demander du personnel. Donc ce personnel d'appui-là devrait nous permettre de relever donc, les défis en termes de nombre. Et puis, on a demandé des appareils, parce que les appareils permettront de supporter la grande cadence des examens complémentaires auxquels nous devrons faire face s'il y avait beaucoup plus de malades. Pour la réussite de cette mission, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend apporter ses appuis techniques et financiers. Nous allons accompagner le CEPREF en mettant à sa disposition du personnel de santé qualifié pour sa prise en charge, étendre sa convention pour qu'elle puisse, au-delà du VIH, prendre en charge des hépatites et d'autres pathologies, et enfin faire en sorte qu'il ait le matériel nécessaire et suffisant pour les examens biologiques au sein du CEPREF. Le CEPREF se positionne ainsi comme étant le premier centre intégré en Côte d'Ivoire dans la prise en charge des hépatites virales chroniques B et C en dehors des CHU, avec le dépistage, la prise en charge des patients, la dispensation de médicaments et la réalisation des examens biologiques. Et enfin, maintenant, le point de la situation de la Covid-19 au 3 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier mercredi 132 nouveaux cas de Covid-19 sur 1965 échantillons prélevés, soit 6,7% de cas positifs, 236 guéris et 0 décès. Et donc, depuis hier, la Côte d'Ivoire compte 28 739 cas confirmés, dont 26 960 personnes guéries, 158 décès et 1621 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 351 316. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que l'épidémie n'est pas terminée. Il recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun pour stopper la transmission du virus. Sur un tout autre plan, présent à Guibérois le week-end dernier, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a fait le point des actions menées en faveur des premiers bénéficiaires de son département. Rappelons que dans le cadre des programmes Agir pour les jeunes, ce sont plus de 2 milliards de francs CFA qui ont servi au financement des activités de cette frange de la population. Dans le centre-ouest du pays, Mamadou Touré a procédé à la remise de chèques à 150 jeunes du Grand Guibérois, sans oublier les sous-préfectures de Galébré, Dignago et Guibérois. C'est un reportage de Walter Amadou Ouattara. Des garçons et des filles heureux de faire partie de l'élite des jeunes agriculteurs de demain. Ils sont 200 au total, dont 60 filles, à recevoir leur attestation de fin de formation en agro-pastoral. Parmi eux, des éleveurs et des agriculteurs. Ils forment la première promotion de jeunes professionnels dans les métiers d'agriculteurs et d'éleveurs. Nous sommes conscients de la chance qui est la nôtre d'avoir des connaissances dans ces domaines qui sont en plein essor. Nous invitons tous les jeunes amis qui ont un besoin en formation de se tourner vers l'agence Emploi Jeunes pour recevoir cet accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. La formation de ces 200 jeunes désormais professionnels de l'agriculture et de l'élevage est une illustration de l'Axe 4 du programme social du gouvernement, PSGouv, notamment son volet autonomisation des jeunes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a rappelé aux jeunes nouvellement formés et nantis de leur parchemin la vision du président de la République pour la jeunesse de Côte d'Ivoire en termes d'emploi et d'insertion socio-économique. Mamadou Touré a annoncé aux jeunes de Daloa la bonne nouvelle. L'engagement du gouvernement a amplifié cette année 2021 les initiatives en faveur de la jeunesse. Très souvent, beaucoup de jeunes, par manque d'information, commencent à perdre l'espoir
ou considèrent que rien n'est fait. Et je tiens à rassurer les uns et les autres qu'en 2021, nous allons aller encore plus loin. Nous allons amplifier nos actions en faveur des jeunes. Pour les jeunes du Haut-Sassandra, l'horizon s'annonce radieux pour ce qu'ils sont en droit d'attendre. Avant eux, 525 jeunes ont bénéficié de permis de conduire, 366 autres recrutés et mis en activité dans le cadre des TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre et dans divers autres secteurs comme la formation et l'appui à la production avicole. Les jeunes sont invités à élaborer des projets à soumettre à financement aux agences emploi jeunes dans une perspective d'autonomisation. C'était plutôt le reportage d'Eugène Atoubé sur une activité du ministre Mamadou Touré. On ouvre à présent une lucarne sur une jeune dame, une étudiante en Master 1 de droit dans une université privée d'Abidjan, une jeune fille qui a décidé de prendre le taureau par les cornes pour financer ses études et qui, faute de moyens financiers, s'est tournée vers le métier d'apprenti Gbaka. Les Gbaka, c'est véhicules de transport en commun qui convoient chaque jour des milliers de passagers à travers la ville d'Abidjan. Apprenti Gbaka, un métier jadis réservé aux hommes, mais que Géraldine Assi a décidé de pratiquer à son corps défendant. L'étudiante apprenti Gbaka, c'est une idée de reportage de Clément Boko. Il est 4 heures du matin. Nous sommes au quartier Plaque dans la commune d'Abobo. Et les ruelles de ce quartier sont quasi désertes à cette heure. Dans cette cour commune, Géraldine Assi, qui vit avec son père, est déjà debout. Elle doit rejoindre au plus vite son lieu de travail. Géraldine est étudiante dans une université privée de la place et est également apprentie de mini-car appelé Gbaka. Je suis allée déposer des CV de part et d'autre, je n'ai pas été appelée. Pour ne pas rester là comme ça à la maison sans rien faire, j'ai décidé de me mettre sur ce terrain. Ces rues désertes et obscures ne vont pas altérer la volonté de la jeune fille. Nous la retrouvons un quart d'heure plus tard à la gare de la gendarmerie d'Abobo. Ouais. Je suis étudiante en master de droit, première année de master. Et je suis venue dans ce milieu parce que je n'ai pas pu m'inscrire au fait. Je n'ai pas pu m'inscrire, alors j'ai décidé de venir entreprendre. Pourquoi tu n'as pas pu t'inscrire? Bon, parce que les moyens chez le vieux n'est pas trop ça. Voilà. Les moyens ne sont pas trop ça pour ma famille, alors j'ai décidé de venir me débrouiller ici pour avoir un peu épargné et puis essayer de passer mes concours pour ne pas rester comme ça, faire l'année cadeau. Comme les autres jeunes de ce milieu, Géraldine a sa petite astuce pour rester éveillée et tenir le coup pendant la journée. Une tasse de café. Bien serein. C'est la famille, elle, c'est notre petit garçon qui est là. C'est moi le coordonnant, le geste en voilà. Géraldine est l'unique enfant de son père qui ignore le métier qu'elle exerce. Comme alibi, elle a prétendu obtenir un job d'ouvrier dans une entreprise à la zone industrielle de Yopougon. J'ai préféré cacher et masquer ce travail-là. Pas parce que j'ai juste honte, mais juste parce que je suis unique enfant. On ne pourra pas supporter cela. Ahmed est le premier chauffeur qui a donné à Géraldine la chance d'intégrer le secteur. Il a dit à les filles qui ne peuvent pas faire le travail des garçons. Effectivement, nous on a dit que quoi, bon, il faut travailler, il faut montrer. Plus que quand il voit, il y a les filles qui roulent taxi, qui roulent bus, ça me plaît quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais le premier jour, quand elle est venue vous voir, est-ce que vous n'avez pas eu peur qu'elle ne puisse pas reprendre comme les jeunes garçons? Bon, je n'ai pas eu peur, pas plus qu'il y avait beaucoup de filles rouler dans le milieu, donc je n'ai pas eu peur. La plupart des apprentis Gbaka n'ont pas de véhicule fixe sur lequel ils travaillent. Raison pour laquelle il faut se réveiller de bonne heure pour tenter sa chance auprès d'un chauffeur qui n'aurait pas d'apprenti. De longues heures d'attente qui peuvent s'avérer infructueuses. Le Duba Poto, tu as coupé ton sommet à 3 heures. Ce mec est tout quand tu avais chez position là-bas. Tu viens, tu n'as pas trouvé position là. Tu n'as pas dit bredou en piste. C'est ça que le poteau qui a tapé. Il est 7 heures. Géraldine n'a toujours pas de position. Elle tente de joindre le chauffeur avec qui elle a travaillé la veille. Ces personnes qui sont assises là sont dans la même situation que vous? Oui, ils sont dans la même situation que moi.
ils attendent. Ils croient encore qu'ils vont avoir des places pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est comme ça. Enfin, le véhicule est réparé. Nous nous rendons à Ndotré, toujours dans la commune d'Abobo, où le véhicule était en cours de réparation. Sorozana est le chauffeur avec qui elle fait la ligne Abobo-Gare, Yopougon, zone industrielle. 8h00, le travail commence pour Géraldine et Zana. En quelques minutes, le minicar affiche complet. Départ pour Yopougon. J'encourage les filles à faire ce genre de travail. Parce qu'il ne faut pas rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Donc, dans tout ça, ça fait partie du travail. Je l'encourage beaucoup. C'est pas un métier de femme, hein? Ah, moi, ça me plaît beaucoup. Quand je vois les jeunes filles, moi, ça me plaît beaucoup. Ah, maintenant, quand je sorti, les filles m'ont dit, en tout cas, je l'encourage. Après quelques minutes de trajet, nous voici à la zone industrielle de Yopougon, le terminus. Avec les autres jeunes que je travaillais auparavant, chaque fois on avait des discours où ça ne me plaisait pas. Donc la dernière fois où je l'ai vu, j'ai apprécié sa manière de travailler sur l'autre voiture. Donc c'est comme ça qu'il y a eu à rentrer en contact avec elle. Et quand je l'ai appelée pour la première fois, quand on a travaillé jusqu'au soir, j'ai vu comment elle travaillait, ça m'a plu. Donc c'est pour ça qu'on est toujours ensemble au travail. En attendant de charger pour le tronçon retour, la jeune fille prend quelques forces. Une demi-heure d'attente et c'est reparti pour le trajet retour. Quand je travaille avec elle, je suis un peu plus à l'aise. Pas à chaque fois arrêter, elle n'aime pas associer, ne pas avoir trop de problèmes dans son travail. Ces allers et retours vont s'enchaîner tout le long de la journée. Nous retrouvons Géraldine et Zana pour le dernier voyage de la journée. Il est 21h. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Une femme peut faire le travail qu'un homme fait pour avoir son petit pain. Mais de nos jours, il y a des filles qui préfèrent aller se promener, bien suivre les hommes. Or, dans ça, il y a l'argent dedans. Nous sommes au terminus, à Ndotré. C'est à présent l'heure du bilan. Mais il faudra faire le plein de carburant, retirer la quote-part du propriétaire du véhicule avant de savoir ce qui reste comme butin de la journée. Vraiment, moi-même, j'ai dépassé. Sur 40, on a fait 47 500. Si on a pris carburant 21 000, moi-même, je ne vois pas comment est-ce que je peux donner à mon apprenti, comment moi-même il va avoir. Oui, c'était vraiment difficile, mais Dieu merci, on a pu faire quelque chose au moins pour avoir la recette du propriétaire. C'est ce qui était le plus important. Géraldine partira ce soir avec 3 000 francs CFA comme salaire journalier. Maigre récompense pour une dure journée de labeur. L'étudiante en droit ambitionne être procureure de la République. Elle se bat comme elle peut pour atteindre cet objectif vu les moyens limités de son père. Le reportage de Clément Bocco a retrouvé sur toute notre plateforme de diffusion. Du sport, du football, à présent, les Lions de l'Atlas ont dompté ceux du Cameroun lors de la deuxième demi-finale du CHAN 2021. Au stade de Lembe, le tenant du titre a littéralement écrasé le pays organisateur sur le score sans appel de 4-0. Des Lions qui partent largement favoris face aux Aigles du Mali qui tenteront de décrocher le titre pour la première fois. Le commentaire de Patrick Dadier. Maroc-Cameroun était l'affiche rêvée de cette demi-finale du CHAN, tenant du titre face au pays hôte. La rencontre demain sur les chapeaux de roue, ce sont les Lions d'Atlas qui donnent le ton. À la 16e minute, la frappe de Raimi est contrôlée par Kerido. Sur ce coup franc de Mansaoui à la 28e minute, le portier camerounais relâche le ballon. Rôdant comme un lion affamé, Soufiane Boultini ne crache pas sur le morceau. 5 minutes avant la pause, le Maroc fait le break par Soufiane Raimi. Le même Raimi, sociétaire du Raja de Casablanca, va sceller définitivement le sort des protégés de Martin Ntungu sur cette grosse erreur. Raimi se retrouve désormais seul en tête des artificiers du CHAN avec 5 bougies. À la 83e minute, Mohamed Boumamé prend part au festival pour le 4-0. Trop fort pour le Cameroun, le Maroc rejoint ici le Mali en finale.
Dans l'actualité hors du continent, en Italie, l'ancien numéro 1 de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, a été chargé par le président de la République, Sergio Mattarella, de former un nouveau gouvernement. Il entamera ses consultations cet après-midi avec les représentants des partis politiques. Son chemin s'annonce comme un parcours d'obstacles, mais ce technocrate, fin connaisseur du système politique italien, a des atouts pour le surmonter. Âgé de 73 ans, l'économiste a lancé un appel à l'unité pour affronter un moment difficile. Voilà, Hachi Marc vous a traduit ce journal dans la langue des signes, un journal préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre attention.